La phase 5, c'est donc maintenant, je le rappelle, vous avez votre problématique qui a été traduite sous forme de modèle. Éventuellement, vous avez également votre design expérimental, comme je l'ai exposé au tableau. Donc maintenant, vous allez devoir recueillir des informations, des datas, pour vérifier votre hypothèse, vos hypothèses. Donc, vous allez devoir prendre de l'information du terrain. Alors, il y a des fois des hypothèses qui vont avec des collègues d'information qui sont faciles parce qu'elles sont disponibles pour tous. Je pense par exemple à nos amis de la finance, et surtout de la finance de marché, de la finance boursière. La plupart d'entre eux, évidemment, s'intéressent à quoi? À l'explication des cours de bourse. Pourquoi la bourse monte ou elle baisse? Eux, au moins, l'avantage, c'est que les cours de bourse, tous les jours, on les a. Il suffit de s'abonner à une base de données financières, Reuters. On a les cours heure par heure, on a les cours avec aussi le nombre d'actions échangées. Voilà, c'est un exemple où on a là des données qui sont des données assez facilement accessibles. Il suffit de s'abonner. Alors après, évidemment, comment varient ces cours de bourse? Bon, là, le problème devient plus compliqué, hein, mais au moins, les gens qui travaillent sur les cours de bourse, ils ont l'avantage d'avoir des données toutes fraîches tous les jours. Il suffit d'être abonné. Il y a évidemment d'autres domaines dans lesquels c'est moins simple. Marketing, comportement d'un consommateur, donc il faut regarder les achats. De quoi parle-t-on? De consommateurs en supermarché? Il faut aller demander les relevés de caisse, ou les consommateurs sur Internet, ou les consommateurs en boutique. Là, il faut vraiment avoir accès à des données qui ne sont pas facilement accessibles, donc il faut avoir des dispositifs d'observation pour obtenir ces données. Il y a l'observation directe, il y a de l'observation indirecte. Directe, si on voit la personne qui agit. Indirecte, c'est lorsqu'on analyse les résultats de son action. Il peut y avoir des informations que l'on obtient en analysant des documents. Lorsqu'on étudie, par exemple, la prise de décision, souvent la prise de décision, elle se fait à partir de documents. Donc on analyse ces documents, ou lorsqu'on étudie, on fait de la recherche sur de l'organisation, la structuration des entreprises. Là aussi, on a des documents. Lorsqu'on fait des recherches sur l'histoire de la gestion, c'est aussi une discipline de gestion. Là, on travaille essentiellement sur documents, puisque beaucoup de gens ont disparu. Voilà, donc on peut analyser les documents. On peut aussi analyser les traces. Lorsqu'il y a des événements du passé qui ont laissé des traces. On ne peut pas, par exemple, ça c'est de la sociologie, c'est pas de la gestion, hein. Mais il y a des gens qui analysent, par exemple, les poubelles, même s'il y a une théorie de gestion qui parle de la poubelle. Mais on ne peut pas voir les gens en train de consommer, mais on peut regarder les traces de leur consommation. Et donc il y a des analyses qui analysent, il y a des chercheurs qui analysent ce qui reste quand on a fini de consommer. Bon. Donc, des techniques d'observation directes, indirectes, comportement, attitude. On demande aux gens ce qu'ils pensent, on les observe en train d'agir, on regarde les résultats de leur action. Tout ça, ce sont différentes techniques d'observation. Évidemment, ça sera lié à votre cadre conceptuel. Par exemple, si vous avez une théorie qui tombe dans le subjectivisme, qui fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure le constructivisme, le subjectivisme, vous allez certainement passer par une observation qui va consister à demander aux gens ce qu'ils pensent, quelles sont leurs attitudes. Si vous êtes plutôt dans des théories fonctionnalistes ou objectives, vous allez plutôt étudier les résultats, ce qu'ils font.
À la limite, peu importe ce que vous pensez, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites. Les économistes, certains d'entre eux, vont dire, moi ça m'est égal de savoir pourquoi les gens disent qu'ils achètent en bourse, ou pourquoi les gens disent qu'ils trient les déchets, je m'en fous. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils trient les déchets? Et c'est vrai que c'est parfois intéressant parce que entre ce que les gens disent qu'ils font et ce qu'ils font, il y a des écarts. Je prends cet exemple parce que j'ai lu un article qui dit que vous allez dans une ville, vous demandez aux gens est-ce que vous triez les déchets? Vous allez avoir 60% de gens qui vous disent oui. Malheureusement, vous comparez les déchets triés non triés et bizarrement, il n'y en a plus que 30% qui trient les déchets. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le biais de la désirabilité sociale. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de dire je trie mes déchets. Mais parfois, je le dis et je ne le fais pas. Je le dis pour être bien vu, y compris de la personne qui me pose la question, mais au fond de moi-même, enfin plus exactement, quand je suis chez moi et que personne ne me voit, hop, je mets tout dans la même poubelle. Donc si vous étudiez un comportement qui est celui de trier les déchets, selon que vous observez la réalité ou bien que vous demandez aux gens ce qu'ils font, vous risquez d'obtenir des résultats tout à fait différents. Je répète, ce n'est pas gênant, les deux sont intéressants. Simplement, dans un cadre, il faut que la question de recherche soit quels sont les arguments que donnent les gens pour trier les déchets, pour ne pas les trier. Une question de recherche très subjective, ou bien dans d'autres cas, c'est quels sont les facteurs objectifs qui font que les gens trient les déchets. Et donc là, ce sont deux cadres théoriques très différents. Passons. Deuxième question que vous aurez à résoudre, très importante et très mal traitée en gestion. Nous ne sommes pas bons, globalement, sur ce sujet. C'est l'échantillonnage. Nous avons tous, en gestion, tendance à, malheureusement, traiter cette question par-dessus la jambe. Or, cette question, elle conditionne ce qu'on appelle la validité externe d'une recherche, c'est-à-dire la capacité à extrapoler vos résultats au-delà de la population sur laquelle vous avez obtenu ces résultats. Vous avez vous-même évoqué des questions de départ qui sont relativement générales. Donc, vous allez, pour traiter votre question, faire tout ce que j'ai dit, et à un moment donné, vous allez vous dire, bon, sur qui j'étudie, et vous allez définir une population. Voilà. Et donc, stricto sensu, vos résultats, ils sont valables sur cette population. Est-il possible de généraliser à d'autres populations ayant ou non les mêmes caractéristiques? La réponse à cette question, qui est la question de la validité externe de votre recherche, dépend de la qualité de votre échantillon. Alors, je ne vais pas faire un cours d'échantillonnage parce que ce serait long, mais vous avez des échantillons représentatifs et il y en a qui ne le sont pas. Il y a des recherches qui peuvent aussi concerner des échantillons non représentatifs. Ce que j'ai appelé ici les échantillons de petite taille, qui vont maximiser la diversité d'un échantillon, mais qui vont aboutir à des échantillons non représentatifs. Par exemple, pour des tests de nouveaux produits, on va avoir des échantillons de petite taille. Par contre, vous pouvez avoir besoin, si vous voulez généraliser vos résultats à des populations différentes de celles que vous avez étudiées, vous avez peut-être besoin de faire des échantillons représentatifs. Et là, il y a des tests et des critères de représentativité. Vous avez aussi ce qu'on appelle les échantillons de convenance, convenient sample in English. Lorsque vous allez travailler avec des gens que vous avez sous la main. Moi, professeur, je travaille souvent avec des étudiants. Et je fais beaucoup de tests sur mes étudiants. Bon. Parfois, c'est pas bien. Parce que mes étudiants, ils n'ont jamais travaillé. Donc, si avec eux, j'étudie des choses qui sont reliées à des comportements d'entreprise, un échantillon de convenance, c'est pas terrible. Ça permet de débroussailler le terrain. Je fais souvent ça pour mettre au point des échelles. Mais après, lorsque mon échelle est au point,
je la fais passer à des personnes en entreprise. Mais vous avez, quand je dis beaucoup, c'est plus de la moitié des recherches en gestion qui sont faites sur des échantillons de convenance, avec toutes les faiblesses de ces échantillons. D'accord ? J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Ça peut être des étudiants, mais pour vous, ça peut être votre entreprise. Alors, vous faites ça dans votre entreprise. Moi, j'ai rien à dire. Simplement, quand vous allez publier, quand vous allez dire que vous avez trouvé des résultats valables erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous, valables pour toute entreprise, tout salarié, tout secteur, là, je vais dire, attention, monsieur, qu'est-ce qui me garantit que les gens sur qui vous avez travaillé dans votre entreprise ont les mêmes caractéristiques que ceux des autres entreprises? Vous étiez entreprise marocaine, est-ce que c'est valable dans d'autres pays? Vous étiez dans une grande entreprise, est-ce que c'est valable dans une petite entreprise? Vous étiez dans la haute technologie, est-ce que c'est valable dans les biens de consommation? Et là, je vais vous emmerder en vous posant des problèmes qui sont des problèmes de représentativité de votre échantillon. Alors, je ne vous dis pas, puisque je vous ai dit qu'on était très faible sur cette question tous. Je ne vous demande pas d'être parfait. Je vous demande simplement d'être conscient de vos limites, en particulier sur la validité externe. C'est très difficile en gestion d'avoir une grande validité externe, donc soyez modeste et ne dites pas que vous avez obtenu des résultats au-delà des populations sur lesquelles vous avez travaillé. Et si vous le dites, attendez-vous à être interrogé sur vos critères de validité externe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je le répète, je ne vous dis pas soyez parfait, je vous dis simplement soyez modeste. Oui, allez-y. Donc, est-ce qu'il serait, dans une logique de modestie et en même temps d'être plus près d'une réalité, est-ce qu'il serait souhaitable dans notre thèse qu'on fasse une partie sur l'analyse des pieds? Oui. Que l'on peut entrevoir? Oui, bien sûr, dans tous les cas. C'est-à-dire que vous allez travailler, vous avez défini votre problématique, et donc vous avez votre modèle. Tout ça, vous l'avez. Et puis vous dites, je vais travailler sur telle population, soit mon entreprise, soit des gens que j'ai sous la main. Ben, vous posez la question en disant, par rapport à mon problème, quels sont les facteurs de contingence, ou les facteurs, si vous voulez, qui donnent à ma population certaines caractéristiques. Alors, il y en a qui sont faciles, je le répète toujours, c'est l'âge, c'est le sexe, c'est la CSP, c'est le type d'entreprise, PME, grande entreprise, etc. Donc il y a des facteurs qui sont faciles à concevoir. Après, il peut y en avoir d'autres plus particuliers en fonction de votre recherche. Et vous dites, ben oui, par exemple, je pense que le sexe, ça peut avoir une incidence dans mon modèle. Mais il se trouve que le sexe, ben, ma population, elle est bien représentée. Donc voilà quelque chose qui ne posera pas de problème. Par contre, ça peut avoir aussi une incidence. Mais là, malheureusement, tout ça, c'est en PME. Donc je dirais, quand j'aurai fini ma recherche, j'ai trouvé que dans le cadre des PME, ceci et cela. Donc vous serez modeste en limitant vos résultats à la population sur laquelle vous avez travaillé. Par contre, vous dites l'âge. L'âge, vraiment, pour des raisons théoriques, ça n'a aucune incidence sur ce que je cherche. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous ne vous préoccupez pas de l'âge de votre population et vous pouvez généraliser. Donc je réponds à votre question, Frédéric. Oui, vous devez vous poser la question lorsque vous passez à la phase de terrain, par rapport au terrain sur lequel je vais travailler, en fonction de mon modèle, quelles sont finalement les variables que je contrôle, celles que je ne contrôle pas, et pour celles que je ne contrôle pas, ça introduira des limites dans la validité externe de mes résultats. Je reformule, ça m'interdira de généraliser à certaines populations que je n'ai pas étudiées. D'accord ? Alors ça c'est un peu compliqué, mais c'est technique, mais c'est pas, si vous voulez, vous aurez l'occasion
peut-être d'approfondir, mais je tiens quand même à vous sensibiliser, au moins sur les termes, parce que sans ça, vous pourriez être déstabilisé lorsque vous allez lire un peu de la littérature scientifique. Je vous l'ai dit, vous avez des concepts, puis vous avez les variables ou les facettes, puis vous avez les indicateurs. Là, je suis au niveau des indicateurs. Donc, là où je vais prendre la mesure, par exemple, un indicateur, ça peut être une mesure d'attitude. Dans quelle mesure, vous savez, tous ces questionnaires, dans quelle mesure êtes-vous plutôt ceci, plutôt cela, opposé, favorable? Ça, ce sont des mesures d'attitude. Eh bien, ces indicateurs doivent avoir des qualités métriques, doivent avoir des qualités psychométriques. Je vais vous en donner quelques-unes. Il y a deux classes de qualités, ce qu'on appelle la validité et la fidélité. Vous devez être familier avec ces termes. La validité, ça a trait donc à la qualité de la mesure et il y a plusieurs types de validité. On parle par exemple de validité faciale, face validity. C'est assez simple à comprendre. C'est pour dire que vous avez donné un nom, vous avez labellisé un indicateur avec un label, avec un nom qui est assez simple à comprendre et qui renvoie vraiment à la facette que vous voulez mesurer. Je prends des exemples. Tout à l'heure, j'avais parlé de satisfaction par rapport à la rémunération. On peut diviser et dire qu'il y a la rémunération fixe et la rémunération variable. Il y a les primes, il y a les indemnités. Et donc, si j'appelle un indicateur satisfaction par rapport à la partie variable de la rémunération, je crois que simplement en lisant le nom de l'indicateur, on voit ce dont il s'agit. Ça, c'est ce qu'on appelle la validité faciale. Il y a la validité prédictive. La validité prédictive, c'est que si je pense que tel indicateur va me permettre de prédire tel comportement, ou tel état psychologique, eh bien, la validité prédictive, c'est le lien qu'il va y avoir entre cet indicateur et le comportement. Voilà. Donc c'est le lien entre l'indicateur et le comportement. Il y a aussi ce qu'on appelle la validité, concurrent validity, en français on traduit ça par validité convergente. Si vous avez la chance, pour ce que vous étudiez, d'avoir plusieurs indicateurs de votre même sujet d'étude, si vous avez plusieurs indicateurs qui mesurent la même chose, la validité convergente, c'est la liaison entre ces indicateurs qui sont censés mesurer la même chose. Donc évidemment, c'est positif. Je prends des exemples. Vous avez 2 questionnaires qui sont censés mesurer la fidélité d'un consommateur à une marque. Ou vous avez plusieurs questionnaires, dont un qui a été testé plusieurs fois. Vous avez créé votre propre questionnaire. S'il y a des bons liens entre les 2 questionnaires qui mesurent la même chose, ça prouve que celui que vous avez créé est de bonne qualité. Ça converge. D'accord ? Vous avez ce qu'on appelle la construct validity, c'est la validité de construit. Bon, c'est pour essayer de voir si ça maximise la corrélation entre le phénomène que vous étudiez et un autre phénomène, je dis bien un autre phénomène réel, qui est lié au phénomène que vous étudiez. Par exemple, si vous étudiez des phénomènes je reprends des exemples de GRH, c'est pour moi plus facile. Si vous étudiez des variables de commitment, c'est-à-dire d'implication, on sait que dans l'implication, vous pouvez avoir l'aspect affectif, donc j'aime l'entreprise, et ça peut être aussi relié, le fait d'aimer l'entreprise, à ce qu'on appelle des comportements citoyens. J'aime l'entreprise, donc j'essaie de l'aider. Donc, construct validity, ça sera de montrer que la mesure que vous venez de faire, elle est à la fois liée au fait qu'on aime l'entreprise et au fait qu'on est prêt à faire des choses pour elle. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la validité. Ça mesure en quelque sorte
les qualités métriques des indicateurs que vous utilisez. C'est très important, parce que tout ceci, ça va être résumé par le terme de validité interne. Et la validité interne de votre recherche, c'est finalement, toute chose finie, tout votre travail de 3 ans, toutes vos conclusions, est-ce que c'est solide? Est-ce que vraiment tout ce que vous avez prouvé, trouvé, est-ce que ça repose vraiment sur du béton? Et si vous avez une validité comme ça, sur tel ou tel aspect, qui est faible, ça affaiblit la validité interne de votre recherche. La fidélité, c'est un peu plus facile à comprendre, c'est le fait que si vous avez, par exemple, dans mes designs expérimentaux, je vous parlais d'instruments de mesure qui vont venir étudier l'état d'une population avant traitement, après traitement. Avant traitement, après traitement. Ben, la fidélité d'une mesure, c'est le fait que dans le temps, votre outil de mesure, ça peut être un test, ça peut être un questionnaire, ça peut être une mesure de comportement, il reste stable dans le temps. Le meilleur exemple que je peux prendre, c'est la balance du poids de la personne. Vous pesez. Eh bien, si je pense que en 1 mois ou 2, vous n'avez pas pris 1 gramme, vous êtes resté au même poids, ou vous pesez à 2 mois d'intervalle sur la même balance, si elle n'indique pas le même poids, votre balance, c'est qu'elle a un problème. C'est que donc elle n'est pas fidèle. La fidélité, c'est pour un phénomène qui n'a pas bougé. Si je prends 2 mesures dans le temps, ou si c'est une autre forme de fidélité, 2 personnes avec la même balance, avec le même outil, prennent la même mesure, est-ce qu'il n'y aura pas des variations dans les résultats? S'il y a des variations qui dépendent de la balance ou qui dépendent de la personne qui fait la mesure, on va dire que votre outil n'est pas fidèle. C'est clair? Donc, retenez ces 2 termes, validité et fidélité, car ce sont 2 qualités indispensables pour toute recherche en gestion. Fidélité, validité. D'accord? Alors je reprends toujours parce que c'est important. Vous avez bien compris que vous aviez un concept, que vous décomposez ce concept en facettes ou en composantes, et ensuite que vous recherchez des indicateurs pour mesurer ces composantes. C'est clair pour tout le monde. Le concept, les facettes, l'indicateur. Eh bien, vous avez, je crois maintenant, bien compris qu'il faut souvent plusieurs indicateurs pour faire le tour du concept, n'est-ce pas? Mais qu'à la fin, il vous faudra une seule mesure. Donc vous aurez des problèmes d'agrégation. Et ça, cette agrégation, ça pourra prendre la forme d'indice, la forme d'échelle. Et vous aurez donc à utiliser des indices ou des échelles. Si je voulais être simple, je ferais là aussi un petit schéma en disant, voilà, votre concept, il est là. Votre concept, c'est cette patate. D'accord? Voilà le concept. Je prends une mesure ici, je prends une mesure là, et je prends une mesure là. D'accord? Ça veut dire que le concept, il va y avoir plusieurs problèmes. Ça n'aura pas été mesuré. Une partie du concept va échapper. Et puis, chaque variable, cette variable, elle va mesurer une partie du concept, mais là, attention, j'aurai des parties de mesure qui ne correspondront pas à mon concept. Idéalement, si mon concept est là, je devrais avoir 1, 2, 3, 4 variables, chacune ne mesurant qu'un aspect du concept. Dès que j'ai des choses qui sont soit redondantes, la redondance, c'est ça. Voilà, là, je mesure ceci, je le mesure 2 fois. Donc, le concept est une chose, et quand je vais arriver dans la mesure, je vais me poser tous ces problèmes. Et évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faut quand même être conscient de ces problèmes
On va les retrouver tout à l'heure à la fin, dans la 7e étape, lorsqu'on parlera des limites de la recherche. Et il faudra que vous soyez capable vous-même de porter un regard critique sur vos outils de mesure. D'accord ? Avant-dernière étape, le traitement de l'information. Donc je répète que vous avez obtenu maintenant, grâce à vos outils, vous avez obtenu vos données, vos data, vos informations. Il faut les analyser. Il faut les traiter. Alors évidemment, vous avez des analyses qualitatives et vous avez des analyses quantitatives. L'analyse qualitative, c'est lorsque vous avez observé de la réalité, lorsque vous avez recueilli du discours, eh bien, il faudra retranscrire et organiser. Retranscrire, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous m'avez parlé pendant 1 heure, je vous ai posé des questions. Je vais essayer, tout ce que vous avez dit, de le retranscrire à l'intérieur de catégories, en mesurant des occurrences, combien de fois vous avez parlé de ceci ou de cela, en regardant les liaisons que vous avez faites entre différents sujets. Et je vais essayer de retranscrire votre discours de façon à avoir l'essentiel des éléments que vous avez évoqués, en les mesurant, en les classant, en étudiant les proximités. Alors, ça peut se faire de façon manuelle, ou aujourd'hui ça peut se faire avec des logiciels d'analyse du discours. Si vous le faites manuellement, en prenant des fragments de discours, pour prendre une image avec des ciseaux, puisque vous avez d'abord évidemment retranscrit sur papier le discours, vous l'avez tapé, donc il vous reste un texte. Ce texte, avec des ciseaux, vous pouvez le découper et le mettre dans des boîtes à chaussures. Chaque boîte à chaussures, c'est un peu un thème. Et donc après, lorsque j'aurai fini, je prends la boîte à chaussures, par exemple, conditions de travail, et je sais tout ce que vous avez dit sur vos conditions de travail. Ça peut être une façon de faire, c'est manuel. Mais vous risquez de perdre des données, vous risquez de vous fatiguer si vous avez des heures et des heures d'enregistrement. Vous risquez d'avoir des problèmes de codage. Comme de codage, c'est-à-dire qu'il y a des discours un peu ambigus. Est-ce que là, vous avez voulu évoquer les conditions de travail, les relations avec votre supérieur? Je ne sais pas trop. Problème de codage. Les logiciels vont quand même faire les choses un peu mieux, parce que vous allez pouvoir avoir différentes façons d'ordonnancer, en particulier en termes de codage, les éléments de discours. Vous allez pouvoir mesurer des indices. Donc aujourd'hui, quand on a à traiter de l'information qualitative, par exemple du discours, il est quand même conseillé plutôt de passer par des logiciels d'analyse que de faire ça à la main. Vous avez après l'analyse quantitative ou statistique. Là, je ne vais pas faire un cours sur l'analyse statistique, mais vous avez des statistiques qui permettent de représenter des données en fonction de critères, d'ordonner, de classer les données selon des ordres. Et puis vous avez des analyses un peu plus compliquées qui vont vous permettre de faire ressortir des relations qui existent entre les données, en les regroupant. Et lorsque vous faites des tests d'hypothèse, par exemple, vous allez essayer, c'est un des gros problèmes de la gestion, de trouver des causalités. Alors là, je me permets de revenir vers le tableau. Supposez que vous ayez, c'est assez classique en gestion, à étudier les relations entre A et B. Et vous avez une hypothèse, A est la cause de B. A explique B. B dépend de A. 3, retenez bien, c'est très important. 3 choses doivent être prouvées pour pouvoir dire que A est la cause de B. La première, c'est que vous devez trouver la corrélation. Ça doit corréler. Donc il y a des mesures de A, il y a des mesures de B, et entre les mesures de A et les mesures de B, vous trouvez que la corrélation existe. Lorsque A augmente, B augmente. Lorsque A diminue, B diminue. Ça, c'est la corrélation. D'accord ? Première chose. Deuxième chose.
c'est la relation temporelle, l'antériorité. Si vous me dites que A est la cause et B c'est l'effet ou la conséquence, ben, il faut que la cause précède la conséquence. Pas toujours évident, parce qu'en gestion, on trouve toujours des choses qui covarient. Quelle est la poule et quel est l'œuf? D'accord? Pas évident, hein? Je reprends mon exemple à moi tout à l'heure. Performance sociale, performance financière. Moi, je pense que la performance sociale est la cause et que la performance financière est l'effet. Il y a des gens qui pensent le contraire. Faites d'abord de bonnes affaires, gagnez du fric, et puis après, vous pourrez faire du social. Donc ils pensent que la cause, c'est la performance financière et l'effet, la performance sociale. D'accord? Et ce sont des théories très différentes. Donc, troisième chose, il faut justement qu'il y ait une théorie qui explique cette relation. Parce qu'il peut y avoir des relations qui sont le fruit du hasard. Donc pour qu'il y ait vraiment causalité, 1, il faut qu'il y ait corrélation, 2, il faut qu'il y ait antériorité, et 3, il faut qu'il y ait une théorie qui explique comment on passe de A à B. Et faites attention, car un des reproches que l'on fait à beaucoup de chercheurs en gestion, c'est qu'ils s'arrêtent là. D'accord? Alors, vous pouvez vous arrêter là. Je ne dis pas que vous... Et si vous arrêtez là, vous dites que vous avez prouvé une corrélation entre A et B. Vous avez prouvé que A et B covarient. Vous n'avez pas le droit de dire que vous avez démontré que A est la cause et B la conséquence. Mais il y a des recherches où on ne peut pas trouver des causes et des conséquences. Donc, on dit simplement, dans l'hypothèse, mon hypothèse, c'est que A et B covarient. D'accord? Sont corrélés, positivement, négativement. Voilà mon hypothèse. Ce que on vous reprochera, c'est que si votre hypothèse c'est... Mon hypothèse, c'est que A implique B, A est la cause et B est l'effet, et qu'ensuite, dans votre thèse, vous vous arrêtiez à une mesure des corrélations, moi je vous dirais, vous avez trouvé que c'est corrélé, mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas l'inverse, hein? Pourquoi ça ne serait pas B qui prouve A? Alors là, vous allez dire, ah ouais, mais la théorie, dites-le. Ah, mais là, dites-le. Donc, où vous avez les trois hypothèses, vous avez les trois conditions, et vous parlez de causalité, où vous n'avez que la corrélation, et vous parlez de corrélation. C'est très important, ça. Hein? Très important.